Pour cet épisode avec moi, une femme d'exception, forte et déterminée, elle consacre sa vie à aider les autres, à alléger les souffrances et à accompagner ceux qui en ont le plus besoin. À la fois altruiste et combative, elle ne recule devant aucun défi, portée par une volonté inébranlable de faire bouger les choses. Son parcours est inspirant, son engagement admirable et son franc-parler percutant. Aujourd'hui, elle nous partage son histoire, ses luttes et sa vision du monde. Aminata Ndiaye est mon invité. Comment ça va? Bah écoute, très bien, je suis super contente d'être là avec toi. Le plaisir, il est partagé. Ce que j'ai l'habitude de faire avec mes invités, c'est une petite fiche d'identité pour Ok, les introduire. Est-ce que tu es prête à la remplir avec moi? vas-y, sans problème. On passe à la fiche d'identité. Alors toi, tu es la 141 069 22, nom, prénom. Ndiaye Masengo Aminata, Pseudo, Ami, date de naissance. 14 mars 1984. Oh, c'était il n'y a pas longtemps ça. Ouais, Joyeux ça y est, anniversaire. merci. Lieu de naissance, Fontenay-sous-Bois dans le 94. profession, Éducatrice spécialisée à mon compte. passion, hobby, À passion, parler, parler et encore parler. Et hobby, passer un maximum de temps avec mes proches. J'adore ça. citation préférée, s'il y en a une. Ah ouais, personne ne doit rester à l'arrêt, j'en ai fait mon slogan. Lieu de résidence, Sevran dans le 84, dans le 93, excuse-moi. réseaux sociaux, Réseaux sociaux, Instagram, LinkedIn, Facebook, très peu. amis au parc pour te retrouver. Amixo Parks pour me retrouver. Est-ce que tu peux nous parler de ton enfance? Comment elle se passe? Est-ce que tu as des frères et sœurs? Alors ouais, j'ai des frères et sœurs, donc je suis issue d'une fratrie de 7 enfants, dont je suis la troisième, fratrie recomposée. Donc on est 4 filles d'une première union, et puis ensuite j'ai 3 petits frères et sœurs. Comment ça se passe avec tes frères et sœurs? Comment on vit cette recomposition familiale? Bon, la vie, franchement, en toute simplicité, d'ailleurs, entre nous, on n'a pas l'impression que c'est une famille recomposée, on est juste 7 frères et sœurs. On la vit alors en 2 temps. Dans un premier temps, dans l'enfance, tous ensemble, dans l'insouciance, dans la joie, la peine, mais aussi des fois la dèche. Mais surtout dans l'insouciance et dans beaucoup d'amour. Voilà, je suis issue d'une famille où l'amour était le mot d'ordre. En gros, chez nous, on n'avait pas le droit de s'embrouiller. Évidemment, on le faisait derrière ma mère, mais quand elle rentrait, c'était chaud. Et puis ensuite, dans un deuxième temps, aujourd'hui, on a tous grandi, chacun va qu'à ses occupations. Et puis, on se retrouve pour les temps forts et dans les moments de galère, on est toujours tous réunis. Quelle était ta relation avec tes parents? Tu parlais de ta mère pour qui l'amour était le mot d'ordre. Quelle était ta relation avec elle? Moi, je dirais fusionnel. Ma mère, c'est mon tout. Alors, mon père, j'ai grandi avec lui les 5 premières années de ma vie jusqu'au divorce. Ensuite, c'était de la garde alternée, donc on le voyait un week-end sur 2, on l'a vu très longtemps. Ma mère, elle a toujours fait en sorte qu'on reste dans une zone géographique qui permette de le voir voilà, à chaque fois qu'on voulait. Un papa aimant, un papa cuistot, donc un papa qui nous faisait des petits plats et qui venait nous chercher avec des gâteaux, qui nous emmenait au parc. Et puis une mère combative, aimante, dure par moments. Voilà, avec une haute exigence parce que divorcer dans les années 80, c'était pas quelque chose de commun. Et elle avait vraiment envie que on réussisse, qu'on soit de bonnes personnes. Je pense que le défi a été relevé. Et après, voilà, je suis très, très proche de ma mère. Ouais, c'est fusionnel. Je crois que j'ai pas encore coupé le cordon. Est-ce qu'il y a une phrase qu'elle a pu te prononcer dans ton enfance ou qui revenait assez souvent, qui t'a marqué ou pas? Ah, il y en a plein, mais ma mère m'a toujours dit que j'étais quelqu'un qui avait le cœur sur la main. Elle me le répète encore aujourd'hui, c'est bien d'aider les autres, mais pense à toi, fais attention à ta santé. Et oui, elle passe son temps à dire que selon elle, je suis une bonne personne. C'est ça qui te marque. Ouais, Tu le disais, vous êtes 7 dans la fratrie. Il y a une grande sœur sur laquelle je vais m'arrêter, Alisata. ouais, Euh, mon modèle. ouais, c'est ce que j'ai lu dans une interview que tu as fait. Elle t'admire par quel trait de caractère? Qu'est-ce qu'elle fait au quotidien qui fait que c'est ton modèle? C'est tout, c'est une ligne de conduite. Déjà, euh, pendant très longtemps, du coup, ma mère, elle a dû enchaîner pas mal de boulot. Donc, elle partait avant qu'on parte à l'école, elle rentrait, on était déjà couchés. Donc, en fait, au-delà d'être une grande sœur, ça a été une seconde maman.
Et puis, c'est quelqu'un qui a toujours été dans le dialogue, c'est quelqu'un qui nous a toujours accompagnés, quelqu'un aussi qui nous a, on va dire, maintenus dans le droit chemin parce qu'elle était très cadrante. Et puis après, elle m'inspire parce que c'est quelqu'un qui est aligné, qui est authentique, qui dit ce qu'elle pense. Ça plaît, ça plaît, ça plaît pas, ça plaît pas. Et puis, elle est bienveillante et sécurisante. Et puis voilà, elle accomplit tellement de belles choses dans sa vie qu'elle reste aussi un très beau modèle. Tu le disais, qui vous garde dans le droit chemin, entre Ouais, guillemets. qui tente en tout cas. Comment ça se passe l'enfance d'Aminata? C'est quoi tes activités, tes hobbies, tes sorties? Tu t'es né dans le 9-4. Enfin, comment ça se passe cette enfance dans le 9-4? Alors moi, j'ai grandi dans le 94 jusqu'à mes 11 ans. Et moi, j'aime dire que c'était Benetton, quoi. On était tous mélangés, donc il n'y avait pas trop de communautarisme. J'habitais dans une petite cité, mais aujourd'hui, avec du recul, je me rends compte que c'était plutôt une petite résidence. Et puis, c'était quoi? C'était sortir, jouer balle aux prisonniers, embêter les grands, faire des chasses à l'homme dans la ville, l'insouciance, le jeu. C'était vraiment léger, très, très léger. Et à la cité, c'était comme une grande famille, en fait. C'était petit, on se connaissait tous. Puis Aminata, c'était rigoler, suivre tout le monde. Et à l'école, Essayer de coller les grands. Bah, à l'école, c'était un peu la même, hein, c'était la continuité. Hein. t'étais tranquille, t'étais pas une élève difficile, compliquée. En tout cas, j'étais. Alors, jusqu'au collège, j'étais pas une élève problématique. J'étais plutôt une bonne élève qui avait des résultats très convenables. Dans tous mes bulletins, il y avait écrit bavardage incessant, ça c'est sûr. Du coup, j'en ai fait mon métier. Ça, c'est quelque chose qui m'a pas quittée. Mais ouais, une bonne élève, un leader, souvent délégué de classe, délégué de collège, délégué de lycée, conseil d'administration, ça c'est des choses que j'ai toujours faites. Et puis après, arrivé au lycée, ça se complique un peu, on se rebelle, on se rend compte un peu peut-être de son leadership. Donc, avant d'en faire quelque chose de positif, j'ai aussi entraîné pas mal de copains en dehors des salles de classe à faire des révoltes. Les blocus. Des blocus. C'était toujours bon enfant, mais très vite, j'ai pris conscience que je pouvais fédérer. Et avant d'en faire quelque chose de positif, c'est vrai que j'ai pas mal embêté certains profs au lycée. Et il ressemble à quoi ton cursus scolaire? Tu le disais au lycée. Collège, il y a le choix déterminant de ce qu'on va faire plus tard, voie pro, voie générale, voie technologique. Toi, tu choisis quoi et pourquoi? Bah, choisis quoi? Je choisis sur le tard, puisque pendant très longtemps, même en revenant à l'enfance, moi, je me voyais docteur avec 10 enfants, un 10 château. enfants, un château, exactement. C'était vraiment... J'ai tenu ce discours pendant très longtemps. Et puis, donc, je me voyais bien dans les métiers de la médecine, quelque chose comme ça. Finalement, je n'étais pas très bonne en SVT et j'aimais pas du tout la biologie. Donc, je suis dans une autre forme de soins. Donc, le collège, je le passe avec insouciance, sans trop savoir ce que je vais faire. Toutes mes copines allaient en bac pro et moi je voulais y aller aussi, sauf que ma conseillère d'orientation m'a plutôt orientée vers un bac général. Donc j'ai été isolée de toutes mes copines, je m'en suis fait d'autres. Et là, j'ai beaucoup hésité entre le droit, la psychologie. Donc j'ai fait une fac de psycho et de sociaux. En même temps, j'ai commencé à bosser parce qu'il fallait se faire des sous, j'aimais bien sortir. J'aimais bien prendre soin de moi, m'acheter mes fringues. Donc, j'ai fait un peu d'animation. Là, j'ai eu un gros... En tout cas, j'ai senti qu'avec les enfants, j'étais pas mal. Donc, j'ai fait de l'animation pendant très longtemps. Et un jour, ma grande sœur, elle était venue nous voir sur une manifestation. Elle m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais là, quoi? T'es triqué, centre de loisirs, c'est bien, mais c'est pas pour toi. Vois plus loin, vois. Et comme dans l'animation, on rencontre beaucoup d'enfants qui ont des problématiques, et je me suis intéressée de plus près au métier de l'éducation spécialisée. Et donc voilà. Donc après, j'ai voulu faire une école d'éduc-spé en internat. J'ai passé les concours que j'ai réussi. Et puis au moment de commencer l'année, ma mère elle m'a dit mais what? Qui va aller à l'internat en fait? L'internat comme ce qu'on voit dans les films là, le truc où les filles et les garçons ils sont mélangés. Coup, ouais. Non, c'est surtout l'époque de Beverly Hills quoi. Ah, la vie, Genre les filles, les garçons mélangés, les campus, la fête, la vie, mais même pas en rêve. Et t'avais quel âge à cette époque-là? J'avais
J'avais 18 ans, hein, puisque j'avais passé mon bac. Donc, pour moi, c'était tout tracé. Et en fait, à ce moment-là, j'ai dû revoir un peu les choses. Donc, j'ai été à la fac faire socio-psycho. Et puis, finalement, j'ai travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée non diplômée. Et puis ensuite, j'ai passé mon diplôme d'EduxP. Et puis, j'ai œuvré dans ce milieu pendant un bon nombre d'années avant de me mettre à mon compte. Tu le dis, tu as travaillé en tant qu'éducatrice spécialisée non diplômée Ouais. en début de carrière. Mm. Et j'ai vu une interview de toi où tu dis que c'était violent. Ouais. Pourquoi c'était violent? C'était violent parce que moi j'arrivais de l'animation, donc c'est un peu, c'est pas que c'est le monde de bisounours, mais l'animation c'est jouer, jouer et rester un enfant éternel parmi d'autres enfants, avec des responsabilités certes, mais c'est de l'animation, c'est du loisir, et puis en plus à cette époque-là on n'avait pas trop cette injonction de l'éducatif, etc. On était beaucoup plus sur les droits de l'enfant, respecter leur sommeil, leur rythme, et puis les amuser, quoi. Et quand tu arrives dans le milieu de l'éducation spécialisée, déjà, l'équipe, on était deux arrivés en même temps et elles nous reçoivent un peu en disant « Eh oh, ici, c'est pas un centre de loisirs, en fait. Ici, les enfants, ils ont des problématiques, ils ont des vies lourdes. Vous arrivez avec vos gros sabots et vos sourires, on n'est pas là pour les animer. » Donc déjà, c'était le premier gros coup en me disant d'accord, ils ont des vies difficiles, mais ils vivent là, en fait. Donc, à côté de ça, on peut quand même leur donner de la joie, du loisir, et tout en s'occupant d'eux et de leurs problématiques. Donc, il a fallu faire ses preuves et montrer qu'on était bien plus que des animateurs et qu'on pouvait aussi se structurer, accompagner, rassurer. Et puis, la deuxième chose qui a été difficile, c'est que je suis quelqu'un d'assez empathique. Ça veut dire que je me mets beaucoup à la place des autres. Et donc, tu arrives dans un milieu où tu as des enfants qui souffrent et qui ont des parcours de vie traumatiques. Et c'est compliqué, en fait, de faire la part de choses et de pas... voilà, faut avoir un juste recul pour pouvoir les accompagner, pour pas créer d'effets miroirs. Parce que du coup, l'idée, c'est que s'ils ont été séparés et mis à l'abri de leur famille, faut pas que les éducateurs reproduisent ce schéma-là. Donc, ça a été compliqué. Je me souviens que ma première évaluation, ma chef de service, elle m'avait dit je sais pas si c'est fait pour toi, hein, parce que tu es un peu trop empathique. Et moi, je comprenais pas. Je me disais, mais comment on peut dire à quelqu'un qu'il est trop empathique? Ça n'existe pas. Donc, ouais, ça a été violent. Voilà. L'inceste, les viols, les garçons qui font la queue à la grille pour se faire des sodomies à travers le portail. Enfin, tout ce qu'on n'a pas vu, tout ce qu'on n'est pas censé voir. Et là, tu as entre 20 et 21 ans et tu découvres un autre monde qui est violent. Qu'est-ce que ça t'apprend sur toi-même, tout ça? Parce que forcément, ça doit apprendre sur soi-même de voir et de subir tout ça au quotidien. Ouais, ça apprend beaucoup de choses, mais je dirais peut-être avec le recul, je pense qu'à 20 ans, on accompagne, on a la tête dans le guidon, on fait au mieux. On apprend la résilience, on apprend la prise de recul et on apprend le vrai sens des responsabilités. Je pense que ça amène à réfléchir. Et puis, on relativise aussi sur nos propres vies, sur ce que nous, on a pu vivre. On dit qu'on ne devient pas éducateur par hasard. On se répare aussi, hein, quelque part. Ça veut dire que même si on n'a pas l'impression de souffrir du divorce de ses parents, parce que ça s'est plutôt bien passé, c'est pas par hasard qu'on arrive dans un milieu où souvent les enfants sont, un, arrachés à leurs parents, ou deux, sont des divorces qui se sont pas forcément bien passés. Donc ça permet de relativiser et de se dire que la place des adultes, en fait, est primordiale dans l'éducation et la trajectoire d'un enfant. Et quand on rentre à la maison, est-ce qu'on en parle avec ses parents, ses frères et sœurs? Comment tu te décharges de tout ça? Dans les premières années, on en parle parce que c'est nouveau, on découvre. Donc, à chaque fois qu'on rentre, on se dit « Oh là là, truc de ouf, ce que j'ai entendu, etc. » Avec le temps, beaucoup moins. Et moi, je sais que je travaillais à 35-40 minutes en voiture de chez moi. Donc, ça me laissait le temps de décompresser dans la voiture. Et j'avais pour habitude quand je monte dans ma voiture, voilà, j'ai une demi-heure, 30 minutes. Et quand j'arrive chez moi... je laisse ça derrière parce que à l'époque, j'étais déjà maman. Donc, quand tu rentres chez toi, il y a ta vraie vie. Et puis, on n'en parle plus trop avec ses proches, mais plutôt avec ses collègues. Et puis, on avait aussi des analyses de pratique qui nous permettent aussi, en équipe, avec une tierce personne, de pouvoir déposer et parler des choses qui nous violentent, parce qu'il y en a. Une fois qu'on sort de ce monde-là où il y a le monde de l'handicap,
Tu continues, tu es toujours éducatrice spécialisée. Ça prend quelle forme ensuite? Alors, là où j'ai fait le plus clair de ma carrière en institution, c'était pas avec les enfants ou les personnes porteurs de handicap, c'était plutôt une MEX, donc une maison d'enfants à caractère social. Ce sont plutôt des enfants qui sont placés. Il y a plusieurs sortes de placements. Il y a le placement judiciaire, donc il y a un juge qui décide d'éloigner l'enfant de sa famille pour le mettre en sécurité, parce qu'il peut se mettre en danger ou bien son entourage le met en danger. On a aussi les jeunes mineurs qui arrivent de l'étranger, qui n'ont pas d'attache, qui n'ont pas de famille. Et après, on a ce qu'on appelle les placements administratifs, c'est-à-dire des familles qui, sur un instant T, ont besoin d'un coup de main et vont saisir l'aide sociale à l'enfance en disant, ben voilà, j'ai besoin de vous confier mon enfant pendant quelques temps, le temps de remettre un peu d'ordre. Après, j'ai œuvré un petit peu dans le champ du handicap, mais j'y suis pas restée très longtemps. Parce que par rapport à ma personnalité, mon tempérament, c'était des adultes handicapés lourdement, porteurs de handicap lourds, ce qu'on appelle les masses. Et du coup, pour moi, ça a été, c'était trop. Parce il y a les toilettes, ce sont des personnes qui ne sont pas forcément autonomes. Et là, je pense que j'étais beaucoup trop jeune, pas préparée. Et en plus, à l'époque, j'avais pas diplômée, j'avais pas de formation. Donc là, tu arrives à ce que t'es. Donc, c'était violent. Puis ensuite, un petit peu avec les mineurs de la PJJ, donc ceux qui ont posé des actes de délinquance, ceux qui délinquent, comme on dit. Donc là, ça commence à prendre une autre forme. On a envie d'accompagner différemment, de sortir de l'institution pour être le trait d'union entre les habitants et les institutions, parce que les années passent entre-temps et il y a une défiance entre les institutions et les familles. Et surtout, au niveau des maisons d'enfants à caractère social, moi, ce qui a été un point en tout cas, un gros questionnement, c'est que on commence à compter en lits, en Ok, prix de journée, on compte plus et en on n'est plus personne. vraiment pas partout, mais en tout cas, l'accompagnement authentique avec, euh, en tout cas, sans qu'il y ait cette question financière qui prenne le dessus. Eh ben, ça change, ça change. Et du coup, on se rend compte qu'on ne peut plus accompagner comme on le souhaite, on manque de fonds. Et en plus, quand les enfants n'ont plus... en fait, il y a ce qu'on appelle les contrats jeunes majeurs. Donc, à partir de 18 ans, ils doivent prouver qu'ils sont insérés dans leurs projets de vie, etc., pour obtenir un contrat jusqu'à 21 ans. Et quand ils ne l'obtiennent pas, en fait, ils perdent leur place au foyer. Et c'est pour ça Ok. que, je ne sais pas si tu avais vu, il y a un reportage qui était passé sur le nombre d'enfants qui ont été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qui aujourd'hui se retrouvent SDF à la rue parce que tout s'arrête Il y a d'un eu ce jour, d'un moment de seul. rupture. Ouais. Et ça, c'était trop violent. Donc, du coup, c'est à partir de là où l'envie d'être éduque en libéral a émergé et que je me suis dit, je peux aider autrement. Et c'est dans cet élan que tu vas créer du coup Soparks, Soparks. qui est une entreprise sociale, une association créée en 2014 qui s'articule autour de 4 problématiques principales: l'éducation, la parentalité, l'insertion et la citoyenneté. Ce que j'ai lu sur le site, la force de Soparks, c'est la double connaissance des publics et des institutions afin de rétablir le dialogue et de favoriser les liens qui étaient rompus. Je m'adresse à la fois aux institutions, aux associations et aux particuliers, parents et enfants. Je suis convaincu de la puissance du collectif pour résoudre des problématiques qui semblent pourtant insolubles. Mm. C'est beau comment, même comment c'est formulé. Euh, Ça part d'où la création de Soparks? Au-delà du fait que tu as constaté, en tout cas, enfin tout ce que tu as constaté, que tu nous as rappelé là il y a un instant, ça part d'où? Est-ce qu'il y a eu un déclic, un événement particulier? Ouais, il y a même, ça se fait même en 2 temps, puisque en 2012, entre 2012 et 2014, avec un groupe d'amis, on se dit, tiens, on va créer une asso. Et là, on est vraiment dans les prémices, donc on commence à se dire qu'est-ce qu'on pourrait faire. Nous, on est originaire de Sevran, donc on a grandi dans de Villepinte, Sevran et Tremblay. Donc moi, j'habitais à Villepinte, mais il y a un antécédent entre les 3 villes où à l'époque, c'était pas les rixes d'aujourd'hui, mais c'était pas loin quand même.
Et du coup, si tu veux, les institutions, elles étaient décentralisées. Donc, tu pouvais avoir la sécu principale qui était à Villepinte. La gare, la grande gare, elle était à Sevran. Et puis, le pôle emploi, je te dis n'importe quoi, il était à Tremblay. Et en fait, entre les embrouilles qu'il y avait avec les jeunes, ben, on ne pouvait pas passer d'une ville à l'autre sans se faire dépouiller ou sans qu'il y ait des bagarres. Sauf que nous, nos parents, ils s'en foutent. Donc, quand ils t'envoient à Tremblay, tu dois aller à Tremblay ou à Sevran, alors que tu pouvais pas y aller librement. Et il y a cette question qui a toujours été des jeunes qui désertent l'école. Donc, on s'était dit, qu'est-ce qu'on pourrait faire? On voulait faire une association avec un bus, genre comme les bus américains, là, les bus jaunes, et passer de quartier en quartier et proposer soit des temps de jeux, de loisirs, ou soit travailler autour de l'insertion. Vas-y, t'as besoin de quoi? Ouais, bah cherche un boulot, bah vas-y, monte dans le camion, on va te sortir un ordi, on va travailler ton CV. Puis finalement, il y a la vie qui est passée entre temps. Donc, il y a les enfants, chacun a commencé à évoluer professionnellement. Donc, l'association a œuvré un peu, mais elle s'est essoufflée. Et en 2020, on décide là avec mon conjoint de reprendre l'entité Soparks et d'aller plus loin et du coup de proposer des actions aux institutionnels, aux associations, aux familles, en se disant bah, finalement ce qu'on veut nous c'est surtout créer du lien, faire en sorte que les gens se connectent, se rencontrent avant même de parler des problématiques et voilà comment l'aventure a À commencé. commencer. On dit que la vie, c'est un apprentissage perpétuel. En créant Sopars, qu'est-ce que toi t'apprends? Qu'est-ce que tu t'apprends que tu ne savais pas avant? Qu'est-ce que tu vois que tu ne voyais pas avant? C'est quoi qui te frappe, te marque? Est-ce qu'il y a des moments où tu te dis, ah ouais, là, en fait, j'étais totalement à côté de la plaque quand j'y étais pas? Comment ça se passe? Ah ouais, ben, en fait, c'est l'école de la vie, hein, tout simplement. Ça veut dire que entre ce que tu projettes de faire, ce que tu as envie de faire, la façon dont ça va se réaliser ou pas se faire, il y a plein de désillusions. C'est-à-dire que tu arrives avec plein d'énergie en te disant ok, j'ai une idée, en fait sur le papier ça peut que fonctionner, et puis tu te rends compte que finalement les freins ils sont pas forcément là où tu pensais. Donc quand tu représentes l'institution, la plus grosse difficulté c'est la défiance des habitants. Et de l'autre côté, la facilité, c'est que tu es une institution, donc c'est carré. Même si on a tendance à dire ouais, l'État, ça va pas, etc. Ouais, l'école, ça va pas. Mais n'empêche que ce sont des institutions auxquelles on fait confiance, on n'a pas le choix. Mm. Alors que quand tu arrives en étant une structure propre, il faut gagner en crédibilité, il faut gagner en légitimité, il faut prouver. Et puis, la chose qui a été la plus difficile, le vrai apprentissage, c'est l'humilité. Arriver en disant, OK, j'ai travaillé dans les institutions pendant plus d'une vingtaine d'années. Aujourd'hui, j'ai une expertise, un savoir-faire que j'aimerais mettre au service du plus grand nombre, à condition que vous me fassiez confiance. Donc, il faut gagner la confiance. Et puis, il faut rassurer les professionnels sur le fait qu'on n'est pas là pour prendre la place. On n'est pas là pour dire qu'on sait mieux faire. On est juste là pour dire, ben, à un moment donné, étant donné qu'on n'est pas dans l'équipe, on peut apporter un nouveau souffle. On peut apporter une façon de faire qui est différente. Et puis, la conviction qu'on a quand même, c'est que pendant très longtemps, ce qui nous était proposé, ça nous était proposé par des personnes qui avaient été identifiées, légitimées pour des raisons X ou Y et qui devaient nous donner l'heure. On va dire ça comme ça. Aujourd'hui, moi, je suis convaincue que, étant née ici, de parents issus de l'immigration, on a grandi là, on a été à l'école ici, on a appris ici. Et une chose qu'on a, c'est que on ressemble à nos publics, on ressemble au public qu'on accompagne. Et du coup, on gagne du temps parce que quand on ouvre la porte d'une association, quand on rentre dans une classe, bah, du coup, les élèves, ils peuvent s'identifier à nous parce qu'on leur ressemble, déjà dans un premier temps. On leur ressemble tout en véhiculant des messages qui sont humbles, universels. On n'est pas dans le communautarisme, mais aujourd'hui, je pense qu'on est bien placé pour éduquer les nôtres. Justement, je le disais, on va revenir sur ce volet-là juste après. Il y a juste quelque chose qui m'a marqué dans le récit que tu nous faisais là. Tu nous expliquais qu'il fallait rassurer les professionnels. Comment toi t'es reçu quand t'arrives en plus, c'est d'autant pas facile. T'es une femme noire, donc forcément ça fait pousser des ailes à certains. Comment toi t'arrives à t'imposer
tout en ne leur marchant pas dessus finalement. Bah, je pense que j'ai eu beaucoup de mal à trouver le juste milieu ou en tout cas à accepter de à m'autoriser de le dire. Mais aujourd'hui, je me présente en étant la solution. C'est-à-dire que j'ai aucun doute sur le fait que ma compétence, je l'ai, mon expertise, je l'ai. On trouvera toujours mieux. Je suis pas parfaite. Par contre, la chose dont je suis sûre, c'est que j'ai quelque chose à apporter, que je suis légitime. Et du coup, quand j'entre quelque part, j'arrive la tête haute en disant, voilà, voilà qui je suis, voilà mon expertise, voilà ce que je peux apporter, sans trembler. Et ça force le respect de l'autre. Et puis après, c'est l'exemplarité, c'est-à-dire dans la posture, dans la façon de se présenter à l'autre, dans le respect, et puis d'être expert dans son domaine. C'est-à-dire que très souvent, quand on arrive, effectivement, on nous voit arriver, on se dit «Ah». Et puis, dès lors qu'on va commencer à parler et à être dans un domaine d'expertise, bah là, tu peux plus tester. Ça veut dire que la compétence, elle est là. Le résultat, bah, le bilan te démontrera que bah, les résultats sont là aussi. Et du coup, bah, qu'on le veuille ou non, on peut pas nier l'évidence. Mais tu soulèves une vraie question. C'est-à-dire en étant une femme, en étant noire, en étant de confession musulmane, il y a plein de freins et d'obstacles. Et surtout quand on parle éducation, parentalité, citoyenneté, insertion, d'emblée, même si certains ne le disent pas, on sent qu'il y a une réticence. Et c'est comme si dans les débuts, moi, j'ai senti des regards en disant, mais c'est vous qui allez venir nous parler à nous d'éducation? Alors que quand on regarde, quand on allume la télé, quand on voit les informations, c'est vos semblables, en fait, qui retournent la France. De quoi vous me parlez? Et là, il y a un réel défi. Donc, même si on chemine pas mal hein, sur les luttes contre les discriminations, là, il n'y a pas longtemps encore, j'ai participé à l'ascenseur à un événement, un appel à projet où il y avait la DILCRA. Donc, on parle bien des discriminations, du racisme, celui qui est dit et celui qui n'est pas dit. Mais c'est clair qu'on le subit et que euh, je refuse d'être de celles qui pensent qu'il faut travailler plus pour gagner sa place. Je pense vraiment qu'il faut juste asseoir son expertise et prouver par le faire. Et c'est déjà arrivé qu'on te renvoie justement à cette condition de femme, de noire, de musulmane. Bah ouais. Musulmane, rarement, puisque finalement, là, je le dis, on est en interview, on est entre nous, mais par contre, quand j'interviens quelque part, personne ne peut savoir en fait de quelle confession je suis. Je l'expose pas. En fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de le dire. Après, il y en a qui vont faire le lien avec le nom de famille, etc. Ce qui ne veut rien dire, finalement. Donc, après, ça, c'est l'expérience de la fonction publique territoriale qui fait que je suis assez neutre sur ces questions-là. Par contre, sur la condition d'être une femme et d'être noire, oui. Moi, je fais aussi de la conférence. Je travaille aussi autour des équipes, notamment sur la posture en parentalité. Et c'est déjà arrivé que j'arrive dans des endroits où on va penser que je suis un stagiaire alors que c'est moi qui vais mener la formation et ça me fait rire. Et puis comme je suis une femme enfant, souvent quand j'arrive dans un lieu, je me fonds dans la masse. Donc je salue les gens, je bois un café avec les gens, etc. Donc à aucun moment tu peux savoir que je vais être l'intervenante ou que je vais être la conférencière. Et c'est au moment où je vais prendre la parole que là, les gens vont me regarder et tu sens dans les regards où tu te dis « Ah, ok, donc c'était elle ». Ben oui, parce que finalement, n'importe quel professionnel est une personne avant tout, donc il n'y a pas besoin d'être dans une posture. J'ai pas besoin de claquer les talons et de lever la tête pour que tu comprennes que c'est moi qui vais te former. Tu le verras tout au long de la formation, mais c'est vrai que ouais. Ça arrive. Et ça nous permet du coup de faire le lien avec ce que tu disais tout à l'heure sur le besoin de représentativité de la part des jeunes aujourd'hui qui ont besoin d'être représentés, d'avoir des gens qui leur ressemblent. Qu'est-ce qu'on dit finalement à ces jeunes-là aujourd'hui qui ne se sentent pas assez représentés et comment toi tu fais pour que ces choses-là cessent en fait, qu'on arrête de catégoriser les gens selon leur couleur, leur origine, leur religion? Alors, c'est une vraie question que tu me poses parce que je fais pas partie de ces militantes ou combattantes que tu verras dans la rue, dans les manifestations. Rarement, en fait. Je descends pas dans la rue, je manifeste pas. C'est un peu comme ce que je te disais tout à l'heure. Moi, je suis dans le faire.
Ouais, je te C'est-à-dire fais par que le travail, quoi. j'arrive, je fais ce que j'ai à faire et de toute façon, force est de constater que tu vas être obligé d'entendre en tout cas ou de ou comment dire? En tout cas, t'as pas le choix, en fait. C'est-à-dire que dès lors que je vais commencer à rentrer en action, tu vas pouvoir qu'acquiescer et admirer, la force de ce que j'ai à te proposer sur l'instant T. Et pour ça, je travaille très dur pour justement, être, une professionnelle, experte qui va être reconnue et je fais en sorte, qu'on n'ait pas à me redire, en tout cas sur, mon expertise et mon travail. Et pour autant, j'ai l'humilité de me dire, bah, des fois, je sais pas. Mais du coup, je force le respect par là et les jeunes que j'accompagne, les familles que j'accompagne, je leur tiens pas ce discours de, «Tu noir, t'es arabe, t'es asiatique, tu juif, donc tu vas devoir, faire» non, non. Moi, je te dis, par le travail, par le charisme, par la posture, tu auras ta place et prends la place que tu dois prendre. Si tu as envie de t'arrêter, arrête-toi, il y a pas de problème. Par contre, si tu veux prendre la place du chauffeur, prends la place du chauffeur et ça, c'est que le Mm. travail et le mérite. Et le respect aussi. Le respect de toi-même et le respect que tu donnes aux autres. T'as 3 filles, si je 3. dis pas de bêtises. Au quotidien, c'est les mêmes valeurs que tu leur transmets. Comment ça se passe, comment t'es avec elles, et comment tu transmets tout ça. Ah, c'est une question qui est difficile parce que je pense que ce sont les seuls qui pourront apporter la réponse. En tout cas, moi, ce que je m'efforce de faire, effectivement, c'est de leur apporter des valeurs fortes. Avec mon mari, nous, le mot d'ordre à la maison, c'est d'être une bonne personne, avant tout. Quel que soit ton choix, ta direction, ce que tu fais, tu dois être une bonne personne, ne pas faire le mal autour de toi. On est très à cheval sur le respect, le mensonge, l'entraide. Et puis après, on sait très bien que on sème des graines, mais finalement, on ne sait pas ce que ça va donner. On essaye aussi au maximum d'ouvrir les échanges. Donc chez nous, ça débat beaucoup. Des fois, on se retrouve en position de faiblesse et on perd 3 contre 2. et on perd les débats clairement parce que du coup, elles ont un sens de l'argumentation hors pair et c'est OK. Donc, les valeurs, c'est vraiment sois une bonne personne, fais du bien autour de toi, crois en toi et ne laisse personne te laisser penser que tu n'es pas à ta place ou que c'est toi qui mets. En fait, c'est toi qui connais ta valeur. Après, dans les faits, bah, chaque enfant est différent. Donc, nous, nos 3 filles, elles sont différentes. En tout cas, ce qu'elles ont comme point commun, c'est que ce sont des enfants respectueuses et qui ont pas la langue dans la poche. Et est-ce que c'est la même chose que tu essayes d'inculquer à travers Souparks, qui a, je crois, un programme qui s'appelle le Café des familles, si je dis pas Au de café des bêtises, des parents, parents, ouais. où vous allez vous poser pied chez les gens et Mmh. vous venez directement à leur rencontre. Est-ce que tu peux nous parler de ce programme-là, Mmh. comment ça se passe, comment vous êtes confronté aux parents? En plus, c'est pas facile parce que quand t'es parent, tu penses tout bien faire et là, il y a quelqu'un Mmh. qui vient et qui remet en question un peu ta manière de faire sans dire que t'es un mauvais parent, mais qui te dit Mmh. qu'il faut faire autrement. Comment ça se passe? Mmh. Déjà, c'est important ce que tu as dit, il y a pas de bons ou de mauvais parents, il y a juste des parents qui essayent et bien heureusement qu'il y a pas de parents parfaits parce que sinon ça donnerait des enfants, imparfaits, à la mort. Parce que du coup, ils géreraient pas leur frustration, enfin, ils apprendraient pas à grandir. Effectivement, les espaces parentalité, il y a 2 formules. Il y a une formule où on est sur les structures, donc comme ce qu'on peut faire ici, par exemple, quand on vient ici dans le 13e, où on va avoir des espaces avec des familles et on va poser des thématiques. Et puis, il y a l'espace parentalité qui se passe à domicile, c'est-à-dire que on part du principe que bah, quand les gens sont chez eux, ils sont plus à l'aise. Donc, ils sont entre amis ou pas forcément. Des fois, il y a des groupes qui réunissent des parents qui se connaissent autour de l'école qui ne se connaissent pas plus que ça. Et des fois, ce sont des cousins, des cousines, des frères et sœurs. Et l'idée, c'est de poser des thématiques qui les concernent et d'aborder toujours le sujet en se questionnant, en étant dans le débat et sans avoir une pensée descendante. C'est plutôt amener l'autre à se questionner, réfléchir, re-questionner. Et une de nos recettes, on va dire, c'est toujours dire aux gens que finalement, à mi-chemin entre ce qu'on a appris, ce qu'on a lu, ce qu'on sait et ce qu'on fait, ben, il y a toujours un juste équilibre. Donc, Mm. de se remettre en question, d'essayer, de réessayer. Le plus dur, c'est de rester motivé et d'aller chercher de l'aide. Mais pour aller chercher de l'aide, il faut encore que les professionnels qui soient en face de vous
soit dans un respect, en fait. Et on parle pas à des enfants, on parle à des adultes. Et tu l'as dit toi-même. Déjà, quand on est parent, on n'a pas envie que quelqu'un vienne nous Ouais, dire qu'on sait pas faire. Euh, et puis déjà, si je sais pas faire, enfin, et toi, d'où tu sais faire. c'est sûr. Et j'aime bien dire aux gens aussi que même en étant professionnel de la parentalité ou de n'importe quel domaine, hein, de la jeunesse ou autre, on a beau rencontrer 1 million de parents, on t'a pas rencontré toi, on n'a pas rencontré ton Mhm. enfant, on n'est pas toi et ton enfant n'est pas le nôtre. Donc en fait, à chaque fois, on recommence sur une page blanche. Et quand tu dis ça aux gens, bah tout de suite, ils sont plus détendus parce qu'ils se sentent pas visés, ils se sentent pas jugés. Et je pense que c'est ça le plus important finalement. Autre phrase qui m'a marqué à travers les interviews que j'ai pu lire de toi, la société d'aujourd'hui manque d'amour. Ouais, cruellement. Je pense que on est dans une société où il y a de l'amour. Faut pas dire qu'il y en a pas, mais elle en manque cruellement dans le sens où c'est pas de l'amour authentique. En tout cas, moi, ce que je perçois, c'est pas de l'amour authentique. C'est de l'amour de ce qu'on peut représenter ou de ce qu'on aimerait représenter pour l'autre. On est dans une société un peu de fake. Et ça va aussi avec les réseaux, hein. C'est qu'est-ce que j'ai envie qu'on pense de moi, voilà. Qu'est-ce que je peux faire pour que les autres m'apprécient. Mais dans le fort intérieur des gens, ça manque cruellement d'amour. Il y a juste à regarder comment les gens se conduisent entre eux, comment les gens se critiquent. Et puis, moi, il y a quelque chose qui me marque souvent, c'est encore autour de la parentalité et de l'amour. Euh, tu tu t'arrêtes devant une école, primaire, maternelle, tu t'assois et juste tu observes les gens. Des gens qui viennent chercher leurs enfants, donc nos enfants, la prunelle de nos yeux, un amour inconditionnel, etc. Mhm. Et pour autant, bah, tu as des parents qui sont là et qui voient d'autres enfants, qui ne sont pas les leurs, se mettre en danger, mal parler, traverser la rue. Et au lieu d'intervenir par amour pour l'autre, par amour pour l'enfant de Mhm. l'autre, eh ben, ils tournent la tête et puis ils critiquent. Et pour moi, ça, c'est un manque d'amour Ouais. C'est une sans nom. société un peu égocentrée. C'est une société égocentrée et tu peux pas dire que tu aimes les enfants, tu peux pas dire que tu aimes la vie, que tu aimes ton prochain quand tu vois un enfant se mettre en danger et que la première chose qui te vient à l'esprit, c'est de le critiquer lui ou son parent. Alors, les gens vont se cacher derrière oui, mais aujourd'hui, tu sais, faut plus trop, les parents sont agressifs si on dit quoi que ce soit. Mais qu'est-ce qu'on préfère? Est-ce qu'on préfère se prendre la tête 2 minutes avec un autre parent tout en ayant mis en tout cas, en ayant protégé son gamin. Et puis après, bah, l'autre, même si t'insultes, ça fait quoi? Mais quelque part, t'as pas laissé le gamin tomber pour dire, bah voilà. Donc, ouais, ça manque d'amour. Et puis, ça manque d'amour de façon plus générale. On le voit, par exemple, avec mon mari, on parle beaucoup de tout ce qui est sororité, synergie, collectif. Alors, quand tout le monde est en bas, tout le monde est ensemble, tout le monde Mhm. s'aime. Et puis dès qu'il y en a qui commencent à grimper un peu plus haut, un peu plus vite, parce que leur travail a payé ou parce qu'ils sont dans leur niche ou parce que c'est leur chance, et ben là, ça se transforme un peu en désamour. On commence à critiquer, on commence à dire ah il a changé et finalement je pense que bah, tout ça ouais c'est lié à l'amour. Tu parles, on a parlé déjà 3 4 fois de ton mari. Ouais ouais parce que je l'aime fort. Ouais, justement, et vous avez cette particularité de travailler ensemble. Déjà, vivre ensemble, c'est pas facile au quotidien. Quand en plus de vivre ensemble, on décide d'additionner le travail ensemble, comment ça se passe au quotidien pour toi? Comment tu le vis? Et pareil, encore une fois, est-ce que ça arrive que des gens, finalement, vont vous voir arriver tous les deux, vont plutôt s'adresser à lui qu'à toi? Et comment toi tu vis tout ça et tu gères tout ça au quotidien? Parce qu'il faut le dire pour te connaître un peu personnellement à travers la radio, c'est quelqu'un qui se laisse pas se faire et qui a du caractère. Donc, comment toi tu gères tout ça au quotidien? Bah, alors déjà pour la petite histoire, finalement, on a quasiment toujours travaillé ensemble. Même avant d'être en couple, parce que on vient de la même ville, donc on a œuvré tous les deux dans le milieu de l'animation. On avait des amis en commun. Il est plus vieux que moi, mais il était déjà identifié dans la ville, donc déjà on se côtoyait déjà. Euh, Travailler ensemble pour nous, c'est presque comme une évidence, dans le sens où on a des valeurs communes, des valeurs Mhm. fortes.
On fait la part des choses souvent, plus moi que lui, faut dire la vérité. Le boulot, c'est le boulot. Et finalement, je pense que même que c'est un bon baromètre pour notre vie de couple et de famille parce que tant qu'on arrive à bosser ensemble, c'est que ça va. Ça veut dire que finalement, quelles que soient les difficultés qu'on va pouvoir traverser dans notre vie de couple ou de famille, bah, si le matin on arrive et qu'on arrive à bosser ensemble, c'est que en fait, ça va. C'est que tout va bien. Et puis après, les valeurs sont communes. Et puis je pense que quand même, le meilleur collègue et le meilleur allié qu'on puisse avoir, c'est une personne qui nous veut du bien. Et quand tu es marié à quelqu'un que t'aimes et qui t'aime et qui te veut du bien, bah finalement, ça change tout. La critique, elle est constructive. Moi, je marche tranquille, en fait. J'ai un gilet pare-balles tout le temps. Tu vois, ça c'est beau. sympa. Après, on a des forts tempéraments, mais on sait se remettre en question. Et puis, c'est surtout qu'il n'y a pas de concurrence entre nous. Ça veut dire que c'est une entreprise familiale, c'est une association aussi familiale, parce qu'on a l'association Soparks, mais on est en train aussi de basculer sur l'entreprise. Donc, moi, je suis auto-entrepreneuse, pas lui, puisque lui, il est fonctionnaire, donc il est bénévole pour l'association. Donc, déjà, c'est pas comme s'il travaillait avec moi et qu'il avait un salaire ou qu'il y avait un lien de subordination. Il est vraiment bénévole au niveau de l'association. Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on a chacun nos champs d'action. C'est-à-dire, lui, il est dans le monde urbain, il a déjà ses passions, il a déjà sa notoriété, etc. Et que sur Soparks, en fait, sa volonté à lui, c'est plutôt que moi, je m'émancipe et que je prenne plaisir. Il est là pour me pousser, pour me faire monter en compétences aussi, parce que du coup, je bénéficie de tout son savoir-faire. Mais il n'y a pas de conflit d'intérêts. Il le dit souvent, même quand tu l'entends parler, il va dire Soparks, c'est elle, c'est le visage de Soparks, c'est Ami. Moi, je suis là juste derrière pour assurer pour faire en sorte que tout se passe bien. Et c'est sain. Il n'y a pas de concurrence. Et en fait, quand il y en a un de nous deux qui réussit, on réussit ensemble, en fait. On réussit ensemble, on réussit pour notre famille, on crée un patrimoine aussi pour nos filles. Donc, finalement, c'est easy. Ouais, société à J'adore. manque d'amour, mais en tout cas, là, En tout cas, chez moi, il y en a, hein. ça manque pas du tout Euh, d'amour. Et justement, c'est cette complémentarité, cette complicité, cette capacité à travailler ensemble qui vous amène aujourd'hui à franchir tous les paliers jusqu'à le premier salon de la famille, ouais. So Family, qui va arriver le 31 mai 2024. Est-ce que tu peux nous en parler? C'est dingue, parce qu'on parle de 1000 mètres carrés. Qu'est-ce que c'est que le So Family? Alors, SoFamily, bah, tu vois, ça résume un peu tout ce qu'on se dit depuis tout à l'heure. C'est-à-dire que SoPark, c'est une entreprise et une association qui a des valeurs fortes au niveau de la famille. S'il y a bien quelque chose, en tout cas, sur lequel, en tout cas, qui font partie vraiment de nos valeurs, c'est le fait de remettre et de placer la famille au centre de tout. C'est-à-dire que nous, dans nos convictions, bah, le socle de la vie, c'est la famille. Le travail, il te permet à justement bien vivre et à être épanoui dans ta famille et pas l'inverse. Du coup, l'idée d'avoir un salon de la famille qui va rassembler des partenaires, des professionnels, mais aussi des familles sur un seul lieu avec tout ce qui gravite autour de la famille. Donc, de la petite enfance jusqu'au senior, on y trouvera tout ce dont une famille a besoin. Le bien-être, la santé, l'éducation, mais aussi le sport, la culture, le loisir, la précarité alimentaire, s'échanger les bons plans. Voilà. Donc, l'idée, c'est de se dire que au lieu d'avoir des salons qui vont se multiplier, alors que finalement, derrière chaque professionnel, il y a souvent une famille, bah, pourquoi ne pas essayer de faire le pari d'une journée où la famille sera au centre, une journée festive, sans prise de tête, où bah, justement, chacun pourra trouver du loisir, mais aussi des solutions en cas de problématique. Et l'idée, c'est aussi de mettre en lumière les professionnels qui œuvrent au quotidien pour améliorer la vie des familles et de créer une vraie synergie. J'espère en tout cas, c'est pas l'aboutissement de tout ce que vous avez fait, mais c'est quand même fort. Quand on nous alloue 1000 mètres carrés d'un lieu et qu'on peut faire ce que vous voulez faire et ce que vous allez réussir à faire le 31 mai C'est ce qu'on souhaite. prochain, est-ce qu'il y a une forme de fierté, même si c'est pas un aboutissement? En tout cas, je vous souhaite que ce soit pas l'aboutissement qui est encore plus derrière, mais est-ce qu'il y a une forme de fierté? Est-ce que Aminata, elle rentre dans son salon, elle s'assoit, elle se dit, ouais, j'arrive là où je voulais arriver depuis toujours. Ouais, c'est une réelle fierté, ne serait-ce que
de passer de l'intention à l'action. C'est un rêve, hein. C'est quelque chose auquel on pense depuis des années en se disant on fera un salon de la famille, on fera un salon de la famille. Là, ça se concrétise, donc c'est pas une finalité en soi parce que l'idée, c'est vraiment de dupliquer ce format dans tous les départements et d'en faire la journée, tu vois, limite la journée internationale de la famille, quoi. Donc oui, c'est une réelle fierté. Et en même temps, on nous met en garde. Et en même temps, quand on en parle... alors, c'est marrant. À la région, Jean-Marc Mormec, il dit souvent, quand il parle à la jeunesse, il dit, si tu as un rêve et que tu le dis aux autres, si les gens ne se moquent pas de toi ou te disent pas, mais t'es complètement fou, c'est que t'as pas rêvé assez fort. Et c'est marrant parce que aujourd'hui, quand nous, on parle du salon de la famille, on voit les gens nous regarder, l'air de dire, ils sont sérieux. Oui, c'est des gueudins. C'est des gueudins. Salon de la famille. Genre, ça veut dire, eux, ils n'ont pas dit ils vont faire un petit forum, ils ont dit ils vont faire un salon où ils vont rassembler des professionnels sur un long week-end qui est un week-end férié où les gens partent en vacances. Et ils ont vraiment pensé que ce salon, il allait marcher. Et en fait, du coup, le fait d'entendre ça, bah, ça donne encore plus de force. Et je me dis, oui, on va le faire, oui, on peut le faire. Et je suis persuadée en plus que les gens vont donner de la force et être présents. Et ça, c'est le plus gros défi et j'adore ça. J'adore quand on me dit tu vas pas y arriver. Et comment elle se sent, Amy, dans la société d'aujourd'hui? Comment elle se sent à titre personnel, en tant que maman, en tant qu'épouse? Comment elle se sent en tant que professionnelle? Comment elle se sent en tant que Française parmi les autres? Comment ça va? Bah écoute, Amy, elle va bien. Amy, elle va d'autant mieux depuis qu'elle a fait une rupture conventionnelle. Parce que alors, moi, j'étais fonctionnaire pendant 22 ans. Donc c'est pareil, le jour où je décide de faire cette rupture conventionnelle, on me dit « mais t'es complètement folle, t'es fonctionnaire, d'où ?» C'est le métier à vie, fonctionnaire, ouais. On part pas de la fonction publique. Sauf que moi, je suis poisson, donc j'aime bien nager dans les eaux claires comme dans les eaux troubles, donc pas de problème. Et Amy, aujourd'hui, elle est épanouie, que ça soit dans ma vie familiale, dans ma vie de couple ou dans ma vie professionnelle. Je pense que j'ai trouvé ma place, que je suis alignée. Et tout ce que Amy se souhaite à elle-même, c'est d'avoir un tiers-lieu, justement, dédié à la famille, et d'avoir des enfants qui soient épanouis, qui grandissent. Franchement, Amy va plutôt bien. Et avec tout ce qui se passe, pareil, actualité internationale, etc. Amy est inquiète. À ce niveau-là, t'inquiète, tu rencontres aussi pas mal de jeunes. Qu'est-ce que tu leur dis à ces jeunes-là qui sont eux aussi peut-être inquiets pour leur avenir? Alors, je suis pleine d'espoir et en même temps, je suis très inquiète parce que la société est malade. Ouais, c'est... La société, elle est malade. Tu vois, tout à l'heure, en début, je te disais, je rêvais d'être médecin. Finalement, c'est une autre forme de médecine qu'on applique. Et je pense qu'on a vraiment intérêt à se réveiller, à se secouer, tous autant qu'on est, parce qu'on a une responsabilité individuelle pour soigner cette société qui va mal. On a des jeunes qui vont de plus en plus mal. On n'a pas parlé de la santé mentale, mais elle touche tout le monde. Et on a des jeunes, en fait, qui sont écrasés par le poids d'une société qui est trop lourde. L'écologie, c'est eux. Le chômage, c'est eux. Et vous rentrez pas dans le monde du travail, donc on n'a pas de retraite, c'est vous. Vous insérez pas, c'est vous. Tous, c'est les jeunes. Donc, je suis très inquiète pour eux. Et en plus, j'ai l'impression que, du coup, il y a une utopie qui se met en place avec les réseaux et qu'ils perdent énormément de temps à croire à des choses qui ne sont pas totalement vraies. Et c'est une fois de plus la faute des adultes qui véhiculent des messages comme quoi on peut tout faire, on peut tout réussir avec pas grand-chose. Alors oui, certains, mais ça ne reste pas la majorité, ni en France, ni dans le monde. C'est le travail qui paye. Le travail, l'acharnement, le fait de mettre ses idées en place. Et ce n'est pas le fait de faire une vidéo... Et voilà, tu as un influenceur sur 10 000 qui y arrive. C'est pas une promesse pour l'avenir. Et aujourd'hui, on voit que les jeunes, finalement, ils sont, pour certains, hors sol. Et c'est pas la majorité, c'est une minorité, mais c'est cette minorité qui inquiète parce qu'elle veut pas rentrer dans le monde du travail, parce qu'elle pense que le salaire de base, quand on commence à rentrer dans le monde du travail, c'est 3 000, 4 000, 5 000 balles, 10 000. C'est pas ça, en fait. C'est pas le salaire moyen. Et je pense qu'il y a un vrai réajustement à faire auprès de la jeunesse pour
leur donner envie du goût de l'effort, de commencer en bas de l'échelle comme tout le monde. Et bien sûr que chacun va monter et réussir, mais en fait, c'est step by step. Et là, on est face à une société qui pense qu'on peut tout avoir sans faire grand-chose. Et pour la question de l'international, je suis très inquiète aussi et en même temps rassurée parce que certains pays s'émancipent. L'Afrique commence à s'émanciper et se réveiller. Il était temps, mais il se passe encore des choses tragiques dont on ne parle pas, dont on parle peu. On ne parle pas assez de ce qui se passe au Congo. Il y a ce qui se passe entre la Russie et l'Ukraine où les gens ne sont presque plus concentrés ou concernés parce qu'on nous a envoyé plein d'infos et puis plus du tout. Israël-Palestine, pour moi, ça, c'est une tragédie. C'est une tragédie parce que on n'œuvre pas pour l'amour et pour la vie des êtres humains, mais on doit faire des choix par rapport à des idées religieuses, à des convictions, et on oublie que les enfants, eux, ils sont tributaires de tout ça, ils meurent, il y a des gens qui meurent. Et finalement, cette société, elle fait peur parce que, et puis on ne parle même pas de ce qui se passe aux États-Unis, avec la réélection de Trump et tout le monde qui s'achète une Tesla et qui se cache derrière Tesla. Et toutes ces questions-là sur lesquelles je prends peu position, mais en tout cas, j'en pense pas moins, ça fait peur. Parce que on en revient à ce monde manque d'amour et pensons déjà à juste l'être humain avant de penser aux convictions religieuses, aux croyances, à l'argent, au capitalisme. Pensons juste à l'être humain et à toutes ces personnes qui meurent. Et ici en France, il y a encore trop de sans-abri, il y a encore trop de personnes qui font la manche dehors. Et en 2025, c'est inacceptable, c'est inaudible en fait ce qui se passe. Donc ouais, il y a de l'espoir, oui, il y a du travail, mais je pense que chacun doit se secouer et prendre sa part. Le message, il est passé. Merci. Merci pour ce long échange. Merci pour tout ce que tu as pu dire. Pour finir, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter à toi pour la suite? Est-ce que toi, tu te souhaitais, toi, pour le futur? Qu'est-ce que nous, on peut te souhaiter pour le futur? En premier temps, la santé. Et la santé pour pouvoir justement réaliser tout ce qu'on a réalisé. La sérénité, la tranquillité, l'apaisement de l'esprit. Et pour So Parks, de magnifiques lieux immenses. Un tiers-lieu qui permettra à So Parks d'accomplir un maximum de choses, mais aussi d'être un lieu ressource pour d'autres associations qui pourront aussi être à résidence. Donc voilà, on se souhaite la réussite, le bonheur, la joie et surtout beaucoup d'amour. On te le souhaite en tout cas. Merci beaucoup pour cet échange. On finit avec un jeu. Allez, je te laisse pas partir comme ça. Un petit jeu, je fais des débuts de phrases et tu as juste à les compléter si c'est bon pour toi. Ça marche. Être noir en France aujourd'hui, c'est un challenge. Être une femme noire en France aujourd'hui, c'est du bonheur. Accompagner un public en difficulté, c'est du don de soi. Les RICS, c'est une histoire de merde. La politique est une affaire de tous. L'Afrique, pour moi, ça représente l'Afrique, ça représente le cœur de l'humanité. Mon plat préféré, c'est le tchèp. Pour le préparer, il faut trop de choses pour faire du tchèp. Elle a regardé la recette sur YouTube. il faut une daronne. J'aimerais dire à Alisata que je l'aime. J'aimerais dire à mes enfants que je les aime. Être mère pour moi, c'est du bonheur. J'aimerais dire à Anne que c'est l'homme de ma vie. Le salon de la famille, ce sera une expérience humaine incroyable. L'interview du jour était fantastique. Merci à toi. En tout cas, c'était un plaisir de te recevoir. On a beaucoup parlé de Anne. Peut-être que les gens ils vont pas le remettre, mais je l'avais reçu également. Barbe Riche. Interview également disponible sur les plateformes légales de téléchargement de podcast et sur YouTube. Merci encore une fois à toi. Merci au double Jest, encore les deux J à la réalisation. Jason à la réalisation audio et J à la réalisation caméra. Bien évidemment, cette émission ainsi que toutes les autres sont disponibles dans la playlist YouTube à bout de souffle et sur toutes les plateformes légales de téléchargement de podcasts. Je le disais, prenez soin de vous, aimez-vous, c'est le mot d'ordre aujourd'hui. Beaucoup d'amour. On vous souhaite plein de belles choses et passez une belle fin de soirée, journée. Tout dépend du moment auquel vous nous écoutez.
Mon Paris FM.